Bonsoir, chers amis internautes. Ce soir, j'ai sur mon plateau de l'instant littéraire le docteur Calvin Thomas Njombe. Il est philosophe. Chacun de vous connaît la place de la philosophie dans nos sociétés et la nécessité de diffuser ce savoir qui a marqué les hommes au fil des siècles. Mon invité ce soir a écrit une œuvre majeure, culture virile et identité féminine, et c'est sur le genre en Afrique subsaharienne. Il faut noter que le docteur est aussi expert dans l'éducation des mineurs au ministère de la Justice française. Je suis heureux de l'accueillir. C'est un habitué de notre chaîne. C'est la 3e fois qu'il passe dans cette émission. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours ravi de vous avoir en face de moi. Parce que chaque fois, c'est toujours des débats houleux qui nous permettent d'éclairer un peu les quelques personnes qui essayent de la suivre jusqu'au bout. Vous parlez de cette œuvre, Culture virile et identité féminine, et c'est sur le genre en Afrique subsaharienne. Il s'agit bien d'analyse philosophique, mais il y a là-dedans en même temps un travail anthropologique et sociologique, parce que la production de ce livre a nécessité beaucoup de déplacements. Nous y reviendrons d'ailleurs parce que sur l'affiche, j'ai dit que vous êtes une pluie d'intelligence et de bonté qui sera sur mon plateau parce que vous êtes une fabrique des esprits brillants. Déjà, vous commencez à le confirmer. Bienvenue à cette émission et avant de lancer, nous allons prendre 2 minutes de partage. Nous reviendrons pour parler de littérature et de philosophie. À très bientôt. Passe un peu le volume. La patronne de couper décalé dépose ses valises. Mais moi, je ne l'ai pas ici, hein, jusqu'au bout. Tu vas danser. Au Carrefour Penguins. Je n'ai aucune image. Showcase de folie. La soirée glamour au Carrefour Penguins ce 18 juin 2022 de 20h à 6h du matin. La Beyoncé d'Afrique vous donne rendez-vous au Carrefour Penguins, la référence numéro 1 à Charleroi. Ne vous faites pas raconter ce showcase de folie avec la plus sulfureuse glamour, la tigresse, la patronat du coupé décalé. Elle se nomme Vital. En showcase au Carrefour Penguins ce samedi 18 juin 2022 de 20h. Et surtout, n'oubliez pas, entrée gratuite sous réservation. C'est une histoire de style. Au Carrefour Penguins, la référence. Parti. Invitée d'honneur, elle fait parler d'elle dans tout le Charleroi. Sa beauté est époustouflante. La femme aux 1000 tatouages, elle s'appelle Vanessa Beauté, sans oublier la boucantière devant l'éternel Monaco. Un showcase, n'oubliez surtout pas, entrée gratuite sous réservation au 0032 493 28 49 60. Charleroi en Belgique, le Carrefour Penguins, la référence Bana Uno.
foulards Aïcha HBS carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS carré de luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS carré de luxe, la classe. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Oui, je vais le remettre. D'accord. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de votre livre. Nous allons parler également de philosophie et de littérature. Mais avant cela, je vais vous demander de vous présenter succinctement. Il est très difficile pour moi de me présenter succinctement parce que j'ai un parcours atypique. Oui. J'ai été enseignant de philosophie au Cameroun, au lycée Jos, après l'école normale supérieure. Oui. Après cela, je suis venu en France faire une thèse de doctorat en philosophie que j'ai obtenue en 2008 à l'université de Paris-Est-Créteil avec mention honorable. Mais avant cela, j'ai travaillé déjà pour le ministère de la Justice, où je suis aujourd'hui cadre du ministère de la Justice, en ce sens que je dirige un service qui comprend environ une vingtaine de villes dans le cadre des enquêtes judiciaires portant sur les mineurs suivis pour des affaires juridiques. Voilà.
Il faut noter que vous êtes né en Konsamba, c'est bien cela? Je ne suis pas né en Konsamba, mais j'ai vécu en Konsamba et Douala. Mais je ne suis pas né en Konsamba. Et que vous avez aussi fait vos premiers pas à l'école, c'était au groupe 5, à l'école publique. Exactement. Exactement, à l'école de la gendarmerie, l'école publique de la gendarmerie, au groupe 5. C'est là où j'ai fait mes premiers pas à l'école primaire, où je vous ai d'ailleurs rencontré. Et puis, après, c'est là le lycée du Manengouba. Je suis parti à Douala pour une année, où j'ai fait la classe de première, et puis je suis revenu encore en Konsamba, où j'ai eu le baccalauréat, avant de partir pour Ngoye-Kele. D'accord, très bien. Alors, pour poser ma première question, je vais lire le résumé de votre ouvrage « Culture virile et identité féminine » et c'est sur le genre dans l'Afrique subsaharienne. Le principe mythologique et cosmogonique africain implique des constructions religieuses, imaginaires et mathématiques qui fondent une puissance virile symbolique. Son pouvoir induit une injonction à la stigmatisation de la femme pour en faire une figure radicale de l'altérité, un être résiduel et démissionné du besoin social de justice et d'égalité. L'éducation féminine traditionnelle africaine exige l'abdication et le sacrifice de la liberté et de la conscience féminine au profit des attentes culturelles communautaires. En termes d'identité féminine, l'on aboutit à des stéréotypes minorés qui véhiculent une dépossession symbolique de l'humanité et de l'intégrité de la femme, le développement d'idéologies et de cultures qui engendrent une structure d'impuissance et d'ignorance, annihilant sa volonté d'émancipation. Le projet d'une philosophie féministe africaine suppose de repenser, de revoir et de reconcevoir l'ensemble des paradigmes de cette société en vue de combiner tous les niveaux de conscience, tous les discours et leur résonance. Il traduit une volonté de déconstruction de cette condition assujettissante pour déboucher sur la reconstruction autonome de l'identité féminine, de son histoire, l'affirmation de l'unité de l'être, de la femme et son besoin culturel de reconnaissance. Du point de vue éthique, il vise à déterminer l'existence féminine à partir de la l'égalité, la parité, la co-citoyenneté, en optant pour une reconceptualisation des données socioculturelles africaines. Docteur, oui. J'ai demandé à des élèves de terminale et à des femmes à la culture modeste de suivre cette émission. Est-ce que vous pouvez expliquer en des termes simples ce résumé que je viens de lire? Je peux même le résumer en 2 phrases, en fait, ou même 3. En fait, ce que j'ai voulu démontrer dans ce livre, c'est que la base culturelle africaine a pour fondement de mettre la femme au second rôle, de rejeter la femme loin de la société, de manière qu'elle ne soit pas un sujet actif de la construction sociale. Donc, ce que j'ai donc voulu démontrer par la suite, c'est que pour que on puisse véritablement construire la société africaine, il est nécessaire de réintroduire la femme dans son être réel, dans son identité, dans sa réalité, dans son univers féminin. Il est nécessaire de la réintroduire dans un monde d'égalité où on regarde tout le monde sous le même prisme, où on regarde tout le monde avec les mêmes yeux, pour dire simplement, et où on ne rejette personne du point de vue par rapport à son sexe. C'est cela l'esprit qui prévaut dans toute la construction littéraire faite dans ce livre. D'accord. Le retour de la femme dans la société. Et si vous lisez le livre, dans la 3e partie, vous verrez que j'ai bien dit que la femme est la condition du développement de l'Afrique. Parce que quand vous regardez
la société africaine, la personne, l'être qui est le plus rivé à la tâche, c'est la femme. Vous comprendrez des histoires de femmes qui ont élevé toutes seules 6 à 10 enfants, mais il est très difficile d'entendre parler d'hommes ayant élevé tout seuls 6 à 10 enfants. Même 3, même 2. C'est parfois très difficile. Alors que quand vous regardez dans l'histoire de la plupart des contrées africaines, de la plupart de villes ou villages, vous allez toujours trouver un certain nombre de femmes qui vivent toutes seules, qui se débrouillent d'une certaine manière pour pouvoir élever des enfants sans la présence d'un homme, sans l'assistance des autres habitants de cette contrée, et qui s'en sortent. Oui, la première question concernait beaucoup son aspect, sur le fond, aspect littéraire. Pour qui le philosophe écrit-il? Est-ce que tu écris pour les philosophes ou bien tu écris pour la petite femme modeste à laquelle je viens de faire allusion? Parce que lorsqu'on lit le résumé, ou lorsqu'on lit, moi j'ai lu Culture virile et Identité féminine, il y a un langage comme très hermétique. Oui, je le reconnais, je suis très hermétique dans mes écrits, je le reconnais. Pourquoi? Parce que la plupart de mes écrits ont été destinés à un public purement universitaire, il faut le dire. Parce que ce sont des livres de recherche. Et quand vous le lisez, vous allez voir un très grand nombre de références à d'autres livres, à des entités sociales déjà existantes ou alors en création. Vous allez voir beaucoup de références. Donc, c'est un livre de recherche que j'ai voulu faire. C'est pourquoi il a nécessité non seulement un travail sur le terrain, mais aussi un travail dans les livres. Il fallait lire. Et vous savez, un écrivain a des manières mitigées d'avoir une certaine fierté. Vous voyez, ma fierté, c'est que quand je vais à Montréal, je le trouve à l'université McGill, que je trouve à l'université de Montréal dans leur bibliothèque, et que je trouve les étudiants en train de travailler dessus. C'est que un étudiant marocain qui m'écrit pour me dire, écoutez, votre livre a beaucoup aidé dans mon mémoire de Master 2, par exemple. Oui, je l'ai trouvé à l'UNESCO également. J'ai d'ailleurs mentionné ça dans ma publication. Bon, voilà. Oui, j'ai lu Culture virile et Identité féminine. Il y a quelque chose qui m'interpelle très rapidement. Est-ce que il y a certains chapitres, ou bien l'ensemble de l'ouvrage, ne fait pas appel à la nature et à la culture? Non. En fait, il n'est pas basé sur la nature et la culture. Non. Il est basé sur le fait que les cultures africaines sont viriles. C'est pourquoi j'ai dit culture virile. C'est-à-dire, ce sont des cultures qui sont faites essentiellement par les hommes. D'où le terme de culture virile. C'est-à-dire que dans la tradition africaine, la culture est faite de manière qu'on puisse complètement mettre la femme de côté. Oui, mais les femmes... Allez un peu chez les... Je vais vous expliquer juste une minute. Je suis allé un peu au Mali. Alors, quand vous regardez, depuis la construction de la maison, pour un homme qui est déjà marié, la condition de la construction de sa maison, c'est que le poteau central soit enterré de manière, pour parler philosophiquement, étiphalique. C'est-à-dire que il doit être enterré uniquement par des hommes. Et quand on est en train de le faire, il ne doit y avoir aucune femme dans le coin. Deuxième chose, cette maison de l'homme, elle n'est pas la maison de la femme. C'est-à-dire que, et elle doit être dirigée dans le sens du lever du soleil. Et les femmes doivent avoir leur case à part. Donc, et leurs cases doivent être construites dans le sens du coucher du soleil. Donc, vous voyez, avec tout cela, on comprend que la femme est mise au banc de la société, elle est bannie de la construction sociale en tant que telle, et à partir de ce moment, elle n'a aucune incidence réelle
palpables dans la société. En fait, c'est la construction. Ce sont des constructions. C'est pourquoi j'ai parlé de construction mystique et cosmogonique. Oui, c'est justement pourquoi je veux parler d'une construction culturelle. Est-ce que d'abord, cette femme ne vit pas dans un cas, dans une nature, avant d'avoir maintenant une construction culturelle dont tu fais allusion? Oui, la femme vit, elle vit dans la nature comme tout le monde. Nous vivons tous dans la nature. Mais ce n'est pas l'environnement de vie seul qui pose problème. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que les hommes créent des cultures. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas la nature en tant que telle. La nature donne la même valeur à tout le monde. Mais les hommes créent des cultures qui éloignent l'homme de la femme de la société. C'est-à-dire que ce sont des cultures qui désidentifient la femme par rapport à l'humain. C'est comme si elle n'était pas un être humain. Alors, je vais vous montrer des constructions. Dans certaines sociétés africaines, la femme n'a pas le droit de manger la trompe de l'éléphant. Il y a des sociétés où la femme n'a pas le droit de manger les œufs. Les œufs sont faits exclusivement pour l'homme. Et même, vous allez voir plus loin, prenons le cas dans des cultures que je ne pourrais pas nommer ici, mais qui existent par exemple au Cameroun. Vous verrez, le chien est considéré comme une viande, hein, comme un mets. Mais un mets de choix et un mets de puissance. Donc, seuls les hommes, parce qu'ils sont dans cet élément de puissance, doivent pouvoir consommer la viande de chien. Et on met les femmes très loin. Elles n'ont pas le droit d'y être. Donc, quand vous regardez des cultures comme, par exemple, dans le Mungo, il y a des cultures où, quand il y a les cérémonies traditionnelles, les femmes sont parquées dans un logement quelque part, enfermées dans le noir, et seuls les hommes ont le droit de participer et de bénéficier de toutes les cérémonies qui sont en train de se dérouler. D'accord. Très bien. Bon, est-ce que la femme subsaharienne souffre d'un manque de virilité? Je ne peux pas dire qu'elle souffre d'un manque de virilité. Pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, quand vous regardez les femmes, je suis jusque chez les Maasai, en fait. Ouais. En fait, l'homme bénéficie du travail de la femme, en général, dans nos sociétés, dans les sociétés africaines. C'est la femme qui fait les cultures vivrières dans les plantations. L'homme, lui, est tourné beaucoup plus vers la chasse. Donc, il y a des moments où il revient de la chasse bredouille. Ouais. Mais il ne manque pas de quoi manger. Donc, la femme est toujours en train de traire les vaches, de traire les chèvres, de chercher des légumes, de faire à manger tout le temps. Et l'homme, lui, il est assis. Donc, en réalité, dans nos sociétés, les hommes exploitent les femmes. Ils bénéficient de la force de la femme. Parce que la force de la femme est utilisée dans un autre domaine que celui dans lequel l'homme utilise sa force. La force de l'homme est faite pour esclavagiser la femme, alors que la force de la femme est faite pour pouvoir nourrir et élever l'homme. Oui, dans le livre aussi, vous parlez, dans cet essai, vous parlez beaucoup de stéréotypes. Est-ce qu'il ne faut pas déjà les identifier? Et pourquoi faut-il d'abord les identifier? Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez déjà identifier ces stéréotypes au niveau des femmes subsahariennes? Elles sont victimes de stéréotypes. Quels sont ces stéréotypes, par exemple? Quand j'ai parlé des stéréotypes, c'était pour montrer que c'est l'homme qui donne des stéréotypes à la femme, en fait. Pour lui demander de rester dans son coin, à sa place. Sexe faible. C'est ça, en fait. Sexe faible. Donc, sexe qui n'a pas droit à certains honneurs sociaux, qui n'a pas droit à certains égards, qui n'a pas droit à certaines places. Et quand vous regardez dans la société africaine jusqu'à aujourd'hui, et quand vous voyez les grands postes, si je peux les appeler comme ça, les grands postes de responsabilité, il est très rare d'y voir des femmes. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, par exemple, de
de culture. Je ne sais pas pourquoi on se fait pas bien, il me fait pas bien entendre là, ça doit être l'appareil de l'autre côté, mais on va se débrouiller comme ça. Lorsque vous parlez aujourd'hui de culture virile, est-ce que c'est, par exemple, cette femme doit être agressive, un homme agressif aussi? C'est à cette égalité que vous voulez que la femme accède? Non, je ne veux pas que la femme atteigne la virilité de l'homme. Je veux simplement qu'on donne à la femme sa place centrale dans la société, parce qu'elle participe de la construction de cette société. Vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui dans les couples, dans la plupart des couples, on dit carrément que la femme est là et qu'elle est là pour tout simplement pour manger l'argent de l'homme. Parlons comme ça, je dois dire terre à terre. Oui, oui. Elle mange l'argent de l'homme. La belle famille accuse la femme de manger l'argent de leur fils, de leur frère, comme si elle-même ne faisait rien. Regardez un peu dans le problème de la succession en Afrique. J'en ai parlé dans le livre. Dans le problème de la succession en Afrique, la femme n'a pas droit à la succession. À partir du moment où, par exemple, son mari disparaît, à partir du moment où il décède, qu'est-ce qu'on fait de la femme? On lui demande de partir de manière catégorique. On la met dehors et on prend tout ce qu'elle a pu construire, réunir, économiser avec son mari, on la jette dehors parfois avec ses enfants. Je vous dis ce que ma propre mère a subi, en fait. C'est ce que ma propre mère a subi. Donc, il n'y a pas de place pour la femme dans cette société. Et regardez combien d'enfants sont élevés par leur mère toute seule. Et l'homme ne passe même pas par là. Et même quand on passe au tribunal, il préfère partir corrompre que de donner ce qu'il faut à son enfant pour qu'il puisse aller à l'école. Mais après, lorsque l'enfant est déjà grand et qu'il commence à gagner de l'argent, il est le premier à se pointer pour dire « je suis ton père ». Alors que cette femme a souffert toute seule. Toute seule, ouais. Donc, pour moi, le problème c'était redonnons à la femme toutes ses lettres de noblesse, redonnons-lui sa place centrale dans la société. Reconnaissons sa valeur. Reconnaissons sa place en tant que une personne, en tant qu'être humain d'abord, en tant qu'une personne qui mérite du respect, qui mérite même de l'amour. Parce que quand vous regardez dans la plupart des couples en Afrique, et même parfois ici, vous verrez que la femme est là, il n'y a même pas d'amour. Pour l'homme, elle est dans la même catégorie que les meubles. C'est à peine s'il reste à la maison. Aucun égard. Elle est là pour manger son argent. Oui, tout à l'heure, quand je parlais de stéréotypes, je voulais faire allusion un peu à la religion, parce que quand on voit un peu chez les Peuls, les femmes vivent exactement comme vous l'avez décrit. Il y a aussi des traditions, etc. C'est un peu ces stéréotypes-là. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui joue sur le destin de la femme subsaharienne surtout? Alors, vous parlez des traditions et des traditions religieuses. Qui les a créées? Qui les a créées? Si vous regardez aujourd'hui en Afghanistan, à un moment donné, les femmes étaient très épanouies. Mais aujourd'hui, avec la mise en place d'une certaine religion, qu'est-ce qui se passe? On leur interdit même d'aller à l'école. On interdit leur scolarité. Elles ne doivent pas apparaître dans la société, on ne doit pas les voir. Donc, ce que je veux qu'on puisse comprendre là, c'est que, en fait, les hommes ont créé des mythes, des traditions, mais que c'est une supercherie, en fait. C'est une supercherie pour pouvoir toujours être à la pointe de la société.
et ne pas laisser de la place aux femmes. Mais ce n'est pas parce que aussi, lorsqu'il y a la guerre, ce sont les hommes qu'on retrouve au front. Il n'y a pas que les hommes. Quand vous regardez, même aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, vous ne voyez pas les femmes au front? Il y a des femmes au front. Hein? Les femmes savent faire la guerre. Mais elles peuvent la faire. Oui, simplement, nous les hommes, nous avons tendance à nous dire qu'en les mettant à l'écart, c'est une manière de les préserver. Il y a des domaines dans lesquels il est nécessaire de les préserver. C'est vrai. Mais donnons-leur leur place dans la société. Oui, vous êtes spécialiste des questions subsahariennes en matière de cette étude, de cette recherche que vous avez menée sur la femme. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la femme subsaharienne? Pour moi, la spécificité de la femme subsaharienne, c'est que c'est une battante. Hormis la dépravation sociale qu'on constate aujourd'hui avec les jeunes filles qui croient que ce sont les influenceuses qui leur permettent qu'elles doivent faire comme les influenceuses, quand vous regardez la plupart des femmes africaines, elles sont des battantes. Elles savent sortir le matin, se battre pour trouver quelque chose pour leurs enfants. Et parfois même pour le mari. Elles savent se battre. Parfois, elles sont délaissées. Il y a un mari, mais il n'est là que de nom, parce qu'il ne fait rien. Parce que, vous savez, quand j'étais en Guayaquil à Yaoundé, quand on passait au niveau de la poste centrale ou bien vers le trésor public, c'est qu'on voyait en premier les jours de salaire, c'est qu'il y avait des femmes qui venaient là au trésor avec leur mari. Elles les suivaient. Parce qu'elles savaient que dès que le monsieur prend cet argent, il va disparaître. Il ne reviendra que lorsque cet argent sera fini. C'est cela que vit la femme africaine, en fait. Et même, il s'en va, il disparaît, il revient lorsque l'argent est fini. Ça n'empêche pas que lorsque la femme se bat et qu'elle arrive à cuisiner, il sera le premier à se mettre à table et à demander des quantités particulières. Des morceaux particuliers des morceaux particuliers du poulet. Il va dire, il ne veut que les cuisses. Il veut que le blanc. Parce que c'est lui l'homme. Alors qu'en réalité, son salaire, elle l'a pas vu. Mais elle fait quand même la cuisine. C'est un peu cela que je percipe ici. Oui, dans notre société bantou que tu connais très bien, est-ce que ce discours peut passer, par exemple, puisque tu parles de déconstruction, est-ce que tu es capable d'établir une construction sociale dans l'Afrique bantou, par exemple? Est-ce que tu peux déconstruire cette idée, par exemple, dans un monde paysan? Alors, c'est qu'il faut, le constat est amer. Il faut le dire comme ça. Le constat est amer. Pourquoi? Simplement, dans nos sociétés, ces cultures sont enracinées. Voilà, justement. Elles sont tellement enracinées qu'il est difficile de pouvoir les bouger de là. Alors, je vais vous dire, il y a de cela un an par là, j'étais au Cameroun en vacances et j'ai rencontré une dame qui me racontait ce qu'elle subit de sa belle famille après la disparition de son mari. Et je lui ai dit simplement, madame, faites valoir votre droit, allez porter plainte. Et elle m'a dit ceci, c'était une réponse cinglante. En Afrique, on ne porte pas plainte pour les choses pareilles. Vous comprenez? Jusqu'où il y a l'aliénation, en fait. Oui. Donc, non seulement c'est enraciné chez l'homme de pouvoir s'imposer à la femme de manière à la réduire à son expression la moindre, mais chez la femme, c'est aussi enraciné que c'est sa place, en fait. C'est-à-dire, elle s'identifie avec le moins que rien que l'homme veut qu'elle soit. Donc, elle accepte sa condition. Oui. D'accord.
Très bien. Voilà, nous recevons ce soir le docteur Thomas Calvin Njombe, qui est venu nous parler de son livre Culture virile et identité féminine. On va regarder s'il y a des interventions. Oui, voilà, justement, voilà, il est en train d'ailleurs de présenter le livre qu'on trouve sur toutes les plateformes de vente, Amazon, à la FNAC, etc. C'est un livre qui est édité par la maison Harmattan. Je vais voir s'il y a des réactions. Est-ce qu'il y a des réactions là? La femme peut nous dire quelque chose ou bien je regarde. Il n'y a pas. Voilà. Il y a beaucoup de. Oh, il y a beaucoup de réactions. Bon, voilà. Je vais lire quelques réactions. Il y a Monsieur Gattuso Tchachua. Bonsoir. Il pose cette question. Il dit, Monsieur Thomas, donc vous voulez nous dire de faire égalité de sexe avec les femmes? Justement, j'avais prévu cette question-là. Merci, Gattuso. Voilà. Il demande, est-ce qu'on peut parler d'égalité de sexe avec les femmes? Je reviendrai d'ailleurs sur ça. Et merci déjà pour cette question. Vous avez la parole, Monsieur Calvin Njombe. Alors, vous savez, c'est parce que l'Afrique n'a pas encore vécu, du moins dans la plupart des pays, on n'a pas encore vécu ce qu'a vécu l'Occident. Au sortir de la guerre, il n'y avait que les forces féminines pour pouvoir parvenir à travailler et développer les pays occidentaux. Pendant la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les usines, il y avait environ 80% de femmes dans les usines, même des usines de production d'armes. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais le jour où un pays africain en arrivera là, il commencera à comprendre la place de la femme. Égalité des femmes, égalité homme-femme, c'est qu'on appelle la parité homme-femme, elle est fondamentale pour le développement d'une société. Une société ne peut pas se développer si on ne commence pas d'abord par donner à chaque être humain sa valeur humaine. Commençons par là. L'éthique humaine exige que chaque être humain puisse être mis à sa place d'humain et non que on aliène l'un par rapport à son sexe et que l'autre soit comme un dieu déchu. C'est la place de l'homme en Afrique aujourd'hui. C'est un dieu déchu. Vous savez, je suis parti dans un forum dernièrement où les gens étaient en train de discuter et la question était celle de savoir est-ce que vous préférez une femme soumise ou alors une femme ambitieuse? Alors, je vais vous dire, près de 99% des gens qui ont écrit, qui ont répondu à cette question, ont dit tout simplement qu'ils préféraient une femme soumise. Alors, moi, je suis venu mettre un peu de sable dans le sel. J'ai posé la question de savoir, alors, préférant une femme soumise, vous accepterez aussi que lorsque vous êtes en train de réaliser un projet, qu'il n'y ait personne pour en discuter avec vous et que vous puissiez aller droit dans le mur. Parce qu'une femme qui peut vous dire non et qui peut vous montrer le fondement de ce non, elle est plus importante. Elle est fondamentale dans la vie de l'homme que cette femme qui est bénie oui, qui s'assoit, qui n'est que, excusez-moi, un corps et un sexe. La femme qui est capable de discuter avec vous de vos ambitions, de vos projets et de vous en proposer, de vous donner des idées, de vous aider à construire les choses que vous êtes en train de mettre en place, cette femme, elle est plus centrale dans votre vie que celle qui dit oui à tout. OK, d'accord. Si les sociétés africaines n'avaient pas compris la nécessité de pouvoir en arriver aussi à l'égalité homme-femme, regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Dans la plupart des pays africains, qu'est-ce qu'on dit? On dit, même, prenons le cas du Cameroun, hein, on exige que dans chaque parti, il y ait au moins 30% de femmes qui se présentent à la députation. 30%. Alors qu'avant, on ne le disait pas.
Et que ça continue, ça signifie que ça augmentera, ça montera au fur et à mesure. Oui, voilà. Gattuso, il pose une autre question. Il dit, voilà, Monsieur Thomas, que pensez-vous des femmes africaines? Bon, moi, je vais essayer de reformuler sa question. Monsieur Docteur, les femmes africaines ont-elles bénéficié tout ce qu'on pouvait espérer de la décolonisation? Voilà, j'ai transformé sa question parce que c'était un peu incomplet. Les femmes africaines, il a posé cette question. Il demande, que pensez-vous des femmes africaines? Ben, je voulais reformuler cette question-là parce qu'elle est intéressante. Et les femmes africaines ont-elles bénéficié tout ce qu'elles pouvaient espérer de la décolonisation aujourd'hui avec l'émancipation dont on parle? Alors, sincèrement, je vais vous surprendre. La colonisation n'a pas tenu ses promesses. Elle n'a pas tenu ses promesses. Parce qu'elle a laissé l'Afrique dans le dénuement total. Ce qu'on aurait pu attendre de la colonisation, c'était un véritable développement et une transformation des mœurs. Ce qui n'est pas le cas. Donc, non seulement l'homme africain n'a pas bénéficié des bienfaits, entre guillemets, bienfaits de la colonisation, alors comment la femme pourrait-elle en bénéficier? Vous savez, je pense que c'est aujourd'hui que la femme africaine commence à s'émanciper. Parce que le livre aboutit à ça. Je demande la nécessité de l'émancipation de la femme. Et que cette émancipation doit être soutenue non seulement par la loi, mais aussi et surtout par l'éducation. Il faut qu'on mette en place des lois de parité et qu'on puisse aussi exiger que toutes les femmes puissent aller à l'école. Toutes. Mais, oui, quand vous dites qu'il faut qu'on mette les lois de parité, on constate qu'en Afrique subsaharienne, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais bien sûr. Vous savez, quand vous regardez même la société française aujourd'hui, je suis dans le milieu de l'administration. Quand vous regardez dans l'administration, sachez que au moins 65% des postes de responsabilité dans l'administration sont occupés par des femmes en France. Je dis bien au moins 65% des postes de responsabilité. Parce que la femme est travailleuse. Plus nous allons mettre la femme à l'écart, plus notre société va continuer à se noyer. Pour parler dans des termes très simples. D'accord, je vais dire bonsoir. C'est-à-dire que, à partir du moment où on va vouloir valoriser la femme, lui donner sa place centrale dans la société, notre société aussi va en bénéficier et véritablement se développer. D'accord. À quoi réduisons-nous la femme aujourd'hui dans nos sociétés? À un simple sexe. Soyons très clairs là-dessus. Nous allons en reparler de sexe tout à l'heure d'ailleurs. Je vais dire bonsoir à Lily Rosine et revenir sur des questions. Il y a d'autres que Gattuso a posées. Bon, maintenant, on va essayer d'évoluer parce que j'ai pas mal encore de questions là qui va essayer de nous expliquer le docteur. Bon, voilà. Avant de poser les questions, je vais arriver maintenant sur les questions de genre parce que il s'agissait de l'essai des genres, voilà. Il me faut d'abord savoir si le sexe est quelque chose de naturel avant d'être culturel. C'est-à-dire que je veux ici poser des questions très subtiles parce que je ne veux pas je sais que le docteur me comprendra. Il y aura des mots il y aura des choses que je ne veux pas appeler par leur nom, tout simplement. Mais avec un philosophe devant moi, je sais qu'il va me comprendre. Donc, je reprends donc ma question. Est-ce que le sexe est quelque chose de naturel avant d'être culturel? Mais, évidemment, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez, même pour les animaux les moindres, les tout petits, plus petits, on parle toujours de sexe.
C'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de la nature. Même pour les plantes. Je crois que vous êtes au courant que quand on regarde, par exemple, au pays, au Cameroun, quand on regarde certains papayers qui ne produisent pas, on dit que c'est un papayer mâle. Et ceux qui produisent, on dit que c'est un papayer femelle. Donc, c'est quelque chose de naturel d'abord, c'est évident. Oui, mais il y a une suite à cela. Maintenant, est-ce qu'elle devient aujourd'hui culturelle? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui changent de sexe. Non, mais il devient aujourd'hui culturel, pourquoi? Parce que on y a introduit des dérives et des dérivations. Vous êtes sans ignorer que le sexe qui avait pour fonction la fécondation, donc la reproduction, est devenu plutôt un élément non seulement de jeu, mais aussi de soumission. Vous savez, quand j'étais jeune, hein, vous le savez aussi, il fallait bien dire, oh, celle-là, j'ai couché avec, pour montrer qu'on est un mec, quoi, en fait. Ça veut dire qu'elle ne vaut plus rien devant vous. C'est ça le type de culture qu'on introduit dans le sexe. C'est aussi toutes les dérives sexuelles. Vous êtes sans ignorer les nouvelles de Dubaï. Bon, justement. Bon, donc, voilà. Toutes ces dérives-là, qu'elles soient en Afrique ou ici ou en Occident, n'ont pas leur place dans la société. Elles n'ont pas leur place. Mais dans la société africaine, la femme, et je l'ai dit dans le livre, la femme dépend beaucoup de son sexe pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas, on ne lui ouvre pas les portes à la possibilité de produire les moyens de sa survie. Trop de portes lui sont fermées. Par conséquent, il n'y a pas de véritable exemple de femme vers qui ces femmes-là puissent se tourner et dire, regarde, celle-ci, elle est devenue ceci, elle est devenue, il n'y en a pas beaucoup. Oui, donc... Les femmes sont dans la désinformation, elles sont sous-informées, elles sont sous-éduquées. La conséquence est là, c'est qu'elles n'ont pas de place dans la société. Moi, par exemple, j'aurais préféré qu'on fasse, quand on parle, par exemple, je parle du Cameroun, qu'on fasse, par exemple, un concours de l'ENAM pour les femmes, un concours de l'ENAM pour les hommes. Oui, je suis d'accord. Je suis très d'accord. Voilà une très belle idée. Ouais. Moi, j'aurais préféré ça. Pourquoi, si du côté des hommes, il y a 100 places, du côté des femmes, 100 places aussi. Ça va leur donner, ça va devenir un véritable ascenseur social qui va leur permettre d'avoir de la visibilité sociale. Et cette visibilité va encourager les autres à ne pas croire que juste parce qu'elles ont un sexe, elles auront un avenir. Beaucoup de femmes en Afrique sont enfermées là-dedans. J'ai un sexe, ça signifie que je vais avoir un avenir. Vous savez, j'ai l'habitude d'avoir un regard perçant sur tous les phénomènes sociaux. Je ne peux pas les voir tous, hein, mais un grand nombre. Oui. Quand vous regardez sur des sites comme Facebook, 60 à 70% des femmes qui s'y mettent veulent montrer qu'elles sont belles. Elles ne veulent pas montrer qu'elles sont juste des femmes. Non, elles veulent montrer qu'elles sont belles. Elles veulent montrer qu'elles mettent de belles tenues. Elles prennent la plupart du temps des photos où elles sont retournées pour montrer le derrière, c'est-à-dire montrer leurs fesses, pour dire, voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend si tu viens vers moi. Bref, elles se marchandisent. C'est la marchandisation de leur propre corps. Oui, non, docteur, je crois que c'est l'émancipation dans... Ce n'est pas de l'émancipation. Ça, c'est pas de l'émancipation. Ça, c'est une dérive. Dans un monde qui évolue. Nous sommes dans un monde qui évolue et nous avons évolué. C'est pourquoi je disais, la femme appartient-elle d'abord? La première question que j'ai posée, la femme appartient-elle d'abord à une nature avant d'être culturelle? C'est l'évolution d'un mode de vie conditionné par tous les éléments scientifiques. D'abord, je pourrais même te poser autrement la question.
pourquoi est-ce que le philosophe doit venir parler d'un problème de nature et de culture ou le biologiste doit-il parler? Pourquoi parce que le philosophe, lui, se situe au niveau du principe. Il se situe au niveau d'une analyse. Le biologiste, lui, il va se situer au niveau du corps, et tout simplement du corps, parce qu'il a besoin d'en montrer les parties. On a affaire à une étude purement scientifique, basée sur l'élément matériel, alors que le philosophe, lui, regarde plutôt l'éthique en rapport avec cette sexualité féminine-là. Oui, mais tu vois que finalement, c'est le biologiste qui est censé connaître ce que l'homme deviendra, puisqu'on parle de la sélection naturelle. Il connaît comment le corps va évoluer durant les siècles. Il est en mesure de faire cette promotion-là. Alors, aujourd'hui, un biologiste qui pourra s'aventurer dans l'évolution ou dans l'évolutionnisme darwinien, je crois que c'est un charlatan. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le dire. L'évolutionnisme darwinien a été battu en brèche. Il y a de petites évolutions dans la structure biologique des choses, mais elle n'est pas fondamentale. Non, on peut pas. Elle n'est pas fondamentale. Que le papillon change de couleur parce que dans la nuit, parce qu'il vole plus de nuit sous la lumière et qu'ayant une couleur vive, il se fait happer par des chauves-souris, qu'il change de couleur, on n'est pas capable de démontrer que le changement de couleur sera lié peut-être au fait qu'il change aussi de lieu de vie. D'accord. Ou alors que ce serait plutôt lié au fait qu'il a une intelligence. Alors qu'on reconnaît bien que ces animaux n'ont pas d'intelligence. D'accord, on a encore une partie très sérieuse là qu'on n'a pas abordée. Voilà, tu as esquivé une question tout à l'heure. Je vais reformuler encore. Est-ce qu'il y a une essence masculine ou féminine? Est-ce qu'il n'y a pas chez certains hommes, ils voient, comme j'ai vu une influenceuse qui disait, je suis un homme dans le corps d'une femme. Non, je suis une femme dans le corps d'un homme. Je suis une femme dans le corps d'un homme. Je crois que tu es en train de comprendre ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une essence masculine? Il n'y a pas. En fait, on ne peut pas affirmer une essence, qu'elle soit masculine ou féminine. On ne peut pas l'affirmer. L'homme n'est pas essence. L'homme est un être en devenir, un être en mouvement. Parce que parler d'essence, ça signifie que ce qu'il est définitif. Il y a de l'évolution chez l'homme. Le comportement que vous aviez lorsque vous étiez au Gabon, je me rappelle, n'est pas le même que vous avez aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a cette évolution-là qui est liée non seulement à l'environnement, aux conditions sociales, aux conditions matérielles, aux conditions psychologiques, aux personnes que nous fréquentons, parce que les personnes que nous fréquentons ont une influence sur notre manière d'être. Aujourd'hui, pour revenir un peu à vous, hein, je ne suis pas en train de vous stéréotyper, mais vous êtes intellectualisé. Ouais. Alors qu'à un moment donné, vous étiez beaucoup plus dans la vie et la vie consiste à chercher de l'argent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes pour les choses spirituelles, pour les choses littéraires, pour les choses philosophiques. C'est là-dedans que vous vous épanouissez. Il y a donc cette transformation-là. L'homme est donc une perpétuelle transformation. Quand on regarde, quand on lit Sartre, c'est un peu ce qu'il dit. L'homme n'est pas une essence. L'homme ne peut pas être essentialisé. Il est un être en mouvement, un être en devenir. L'homme est comme cette eau. L'homme est comme cette eau que lorsque vous plongez dans l'eau, en fait, lorsque vous plongez dans l'eau et que vous sortez de là, vous replongez, ce n'est pas la même eau. Vous savez ça? Très bien. Voilà. Je vais revenir sur
le titre de l'ouvrage. Vous pouvez encore montrer le titre de l'ouvrage à ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront. Voilà, nous sommes en train de parler du livre de l'essai Culture virile et identité féminine. Non, tu n'as pas bien posé, voilà, et c'est sur le genre. Voilà. Docteur, est-ce que, avant de poser des questions sur le genre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la notion de genre? Alors, le genre, c'est l'ensemble d'études qui portent sur les différences sexuelles, sur les divergences sexuelles en général. C'est tout cet ensemble d'études-là. En fait, l'étude sur le genre ne porte pas seulement sur les femmes. Ah ben non. Les études sur le genre, ça porte sur les rapports entre les sexes, sur les évolutions sexuelles, sur les transformations sexuelles. Donc, dans le genre, on va étudier aussi, si je ne l'ai pas fait, hein, on va étudier aussi les homosexuels, on va étudier aussi les queers. Vous connaissez les queers? Ouais. Bon, on va aussi étudier les queers. On va étudier les transformations sexuelles. Et tout cela fait partie du genre. Oui, très bien. Mais c'est surtout aussi lié au rapport qu'il y a entre les divers sexes. Oui, parce que c'est nouveau, parce qu'on sait qu'on parlait du genre grammatical, voilà, bon, aujourd'hui c'est très vulgarisé, mais quelle est son importance dans notre société aujourd'hui? Parce que ça prend l'ampleur, même comme c'est encore sous-jacent. Est-ce que ça a une importance pour l'avenir? Ça a une importance. Pourquoi? Parce que il faut qu'on sache la place de chacun dans la société et qu'on sache ce qui se passe dans la société. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un livre essentiellement philosophique. Il est anthropologique et sociologique. Il faut qu'on sache la place de chacun dans la société. Qu'on sache ce que chacun fait et ce que chacun subit. Qu'est-ce que chacun en récolte? Et quelle est la configuration sociale du point de vue physique, du point de vue structurel? Quelles sont toutes ces configurations-là? On a besoin de le connaître, de le savoir. Ça aide à pouvoir réaliser. C'est parce que chez nous, les politiques publiques sont basées sur des études comme celle-là. Les politiques publiques. Si vous voyez, en France, on a parlé de la politique de nécessité d'égalité sexuelle avec la parité homme-femme. C'est parti des études sur le genre. Et ça fait partie des politiques publiques fondamentales aujourd'hui en France. La parité homme-femme. L'égalité des sexes. Les violences sexuelles. Tout ça, ça fait partie des politiques publiques aujourd'hui en France, au même titre que le sport, la culture, ça fait partie des fondamentaux des politiques publiques en France. Sauf que nous, en Afrique, on a affaire à des sociétés où les études comme celle-là n'ont pas de valeur. Alors que dans certaines sociétés, on part de là pour configurer des nouveaux domaines vers lesquels l'État va se concentrer pour apporter des solutions aux problèmes de la société. Oui, justement, parce que vous avez bien dit, actuellement c'est très médiatisé, voilà, bon, ça fait une percée, on pourrait même dire une percée fracassante en Occident. La question que je voulais poser, vous l'avez même bien répondu. Est-ce que le genre, comment le genre s'élabore et comment il fonctionne dans une société paysanne, par exemple? Alors, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Il s'élabore dans des sociétés paysannes à travers la pression qu'un sexe fait par rapport à l'autre, à travers l'esclavagisation d'un sexe par un autre, à travers des mythes qui rejettent un sexe à une seconde place, à travers des constructions culturelles qui font comprendre à un sexe qui n'a pas de place dans la société. C'est cela dans la société paysanne. Donc, la conséquence en est quoi?
Tout simplement que on va avoir affaire à un groupe sexuel qui est le groupe dominant et un autre groupe sexuel qui subit et qui n'a même pas de place dans la société. Et pas nécessairement par rapport à des éléments religieux, non, mais plus grâce ou à cause d'éléments purement traditionnels. Et c'est cela, c'est pourquoi dans la société paysanne, vous trouverez encore des hommes qui se permettent de taper sur leurs femmes, qui se permettent. De tels comportements ne doivent plus être vus dans ce monde. Franchement, c'est dramatique. Ils ne doivent plus exister. Ouais. Parce que la femme est au même titre que l'homme. Très important. Ok, d'accord. Voilà, nous nous acheminons déjà vers la fin de l'émission. On parlait tout à l'heure de parité. Oui. Quand on parle de parité, donc ça me fait revoir une scène de guerre. Oui. Où la femme est en pleine guerre, elle disait qu'elle peut faire aussi toutes sortes d'opérations. Mais quand elle a vu les cerveaux de ses ennemis éclater, elle a rebroussé chemin. Et aussi, ce couple-là, où la femme s'était avancée dans la forêt, elle dit, je vais mener la direction des pistes, ainsi de suite. Lorsqu'elle a rencontré un bois, elle a couru derrière son mari. D'accord. Vous parlez de parité, d'égalité. Est-ce que la femme est égale à l'homme? Je reviens sur vos exemples. Je vais revenir sur vos exemples. Vous savez pourquoi l'homme est considéré comme plus fort? C'est parce que la société a voulu qu'il soit le plus fort. Regardez dans la société suédoise aujourd'hui. On est en train d'étouffer et de réduire l'agressivité de l'homme. Dans les écoles suédoises, qu'est-ce qu'on fait? On amène les hommes à être le plus doux possible, les jeunes garçons, hein, à être le plus doux possible, à être dans la cuisine. Beaucoup de gens disent que ça va féminiser l'homme. Ce n'est pas une féminisation. C'est pour qu'ils comprennent la portée des actes que pose la femme dans un couple, par exemple. Donc, si on avait appris à la femme à faire la guerre, à cette femme-là à faire la guerre, le cerveau qu'elle voit gicler, ce serait pour elle au même titre que une petite flaque d'eau, quoi. Ça aurait la même valeur. Mais on ne lui a pas appris à faire la guerre. L'homme est un être culturel. Apprenez à un enfant à pêcher, il va continuer à pêcher. Montrez-lui que la pêche est dangereuse, il n'y ira jamais. Oui. Pourquoi dans la société, par exemple, oui, les hommes, l'être humain, on dit que l'anthropophagie, on ne doit pas pratiquer de l'anthropophagie. On ne doit pas manger de la chair humaine. C'est culturel. Et quand vous regardez, au moment où il y avait la guerre au Congo, il y avait un général qui faisait que ces hommes, lui, mangeaient le cœur et le foie des hommes. Ils n'en sont pas morts. Donc, c'est la culture qui impose des choses. Si on éduque la femme de manière à ce qu'elle soit une guerrière, elle sera une guerrière. Oui, j'aimerais aussi poser cette question pour savoir, la nature a-t-elle donné de l'importance aux deux sexes? Départ. Si vous regardez bien, la nature a donné plus d'importance au sexe féminin qu'au sexe masculin. Parce que c'est le sexe féminin qui est chargé de procréer.
même si c'est l'homme qui met la graine. Mais c'est le sexe féminin qui est chargé de préserver, de garder ce fœtus et de procréer. Donc, sans sexe féminin, la société va péricliter. Très bien. Quand vous regardez un peu chez les Mayas, alors, les études ont montré que chez les Mayas, pourquoi la société Maya a décliné? Parce qu'ils faisaient des sacrifices d'hommes. À un moment donné, ils en sont arrivés au fait qu'il n'y avait plus suffisamment d'hommes pour faire des sacrifices. Ils ont commencé à faire des sacrifices des femmes. Ils ont tous disparu. Bon, ça c'est ma dernière question. Elle est hautement, peut-être pour moi, hautement philosophique, mais subtile aussi. L'Afrique va-t-elle corriger son imaginaire égalitaire et ses stéréotypes en termes de genre? Je crois que l'Afrique est en train d'évoluer dans ce sens-là. Elle est en train d'évoluer dans le sens de pouvoir corriger. C'est un long chemin, c'est un long parcours. Ce n'est pas un parcours facile. Mais elle est en train d'évoluer dans ce sens-là. Comme je vous le dis tout à l'heure, vous avez vu au Libéria, dans certains pays africains aujourd'hui, on trouve même des femmes qui dirigent le pays. Quand vous regardez bien, dans certaines sociétés, on commence à mettre des quotas de femmes. Je vous ai parlé du cas de l'ENAM, par exemple, au Cameroun. Du cas de la députation. On demande à tous les partis de donner dans leur candidat qu'il y ait au moins 30% de femmes. Donc, il y a une évolution qui est en train de se faire. Elle va faire cette évolution, mais cette évolution ne pourra se faire que si la femme elle-même commence, par réclamer ses droits et par reconnaître que ce sont ses droits. 2, si on insiste sur la nécessité d'éducation de la femme. Ça, c'est fondamental. Parce que quand vous regardez dans certains groupements humains, on préfère envoyer l'homme à l'école et la femme, dès qu'elle a 8 ans, on l'envoie en mariage pour que son mari puisse aider à envoyer les hommes aussi à l'école dans l'autre famille. Très bien, docteur. Et oui, la dernière petite question, c'est quel est le destin de l'Afrique dans la liberté de sexe, selon vous? L'Afrique a un destin, je pourrais dire, comateux. L'Afrique dort encore. Elle s'endort encore. Elle est dans le coma. Elle ne veut pas voir la réalité en face. Il faut voir cette réalité en face. Parce que les sexes, ce n'est pas seulement le sexe masculin et le sexe féminin. C'est tous les genres, en général. Mais en Afrique, il y a encore beaucoup d'interdits et beaucoup de barrières qui empêchent que les gens puissent s'épanouir par rapport à leur sexe. Voilà, vous avez répondu ce que j'étais en train de chercher, vous titiller depuis, et j'ai compris votre position. C'était le docteur Thomas Calvin Njombe. Vraiment, on n'a pas vu le temps passer. Si bien c'était aussi passionnant, voilà pourquoi j'aime l'inviter sur notre plateau. C'est la 5e fois, hein, j'ai dit tout à l'heure, c'est la 3e fois, mais c'est la 5e fois qu'il passe dans notre émission. Et nous serons toujours très heureux de vous accueillir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Vous pouvez demander aux personnes qui ont des questions de pouvoir me les transmettre. Il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord, je ne manquerai pas. Et puis, peut-être compléter les différentes interventions qu'il y a eu en termes d'échange tout à l'heure. Voilà. Donc, nous étions avec le docteur Calvin Thomas Njombe. Il est philosophe, auteur du livre Culture virile et identité féminine, et c'est sur le genre dans l'Afrique subsaharienne. Docteur, nous remercions d'être venu ce soir en échange. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon seul terme que je vais avancer, c'est de l'espérance. L'espérance. On espère que l'Afrique va pouvoir avancer parce que ce que nous sommes n'est que le fruit de l'engagement de nos mères. Moi-même, j'en suis un
Parce que ma mère a élevé toute seule 6 enfants. Et aucun n'est bandit, pour parler comme au Cameroun. Aucun n'est un bandit. 6 enfants toute seule. Et quand vous regardez ce type d'action, vous comprenez que la femme, dans la société, elle est au centre de la construction sociale et de la construction humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour tous ceux qui ont regardé et qui ont posé des questions. Voilà, l'émission sera là. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous nous excusons d'ailleurs parce qu'il y a eu une erreur sur l'affiche. C'était prévu pour ce soir, alors que sur la fiche, il était écrit mercredi. Donc, sur ma page, certainement, les gens attendent l'émission demain, alors que c'est ce soir qu'elle est passée. Et pas grave, ils verront toujours. Le docteur a été très excellent. Et bonne soirée. Au revoir. La patronne de Coupé-Décalé dépose ses valises à Charleroi. Tu vas danser. Précisément au Carrefour Benguis pour un showcase de folie. La soirée glamour au Carrefour Benguis ce 18 juin 2022 de 20h à 6h du matin. La Beyoncé d'Afrique vous donne rendez-vous au Carrefour Benguis, la référence numéro 1 à Charleroi. Ne vous faites pas raconter ce showcase de folie avec la plus sulfureuse glamour, la tigresse, la patronat du Coupé-Décalé. Elle se nomme Vital. En showcase au Carrefour Benguis ce samedi 18 juin 2022 de 20h. Et surtout, n'oubliez pas, entrée gratuite sous réservation. C'est une histoire de style. Au Carrefour Benguis, la référence. Parti. Invitée d'honneur, elle fait parler d'elle dans tout le Charleroi. Sa beauté est époustouflante. La femme aux 1000 tatouages, elle s'appelle Vanessa Beauté, sans oublier la boucantière devant l'éternel Monaco. Un showcase, n'oubliez surtout pas, entrée gratuite sous réservation au 0032 493 28 49 60. Charleroi en Belgique, le Carrefour Benguis, la référence Bana Uno. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.